Merci beaucoup de votre invitation. Eden, Équilibre des énergies, est une association d'entreprises tournée vers la décarbonation. Donc, nous travaillons dans tous les domaines, les bâtiments, le transport, la production et la distribution de l'énergie. Et évidemment, ce qui nous a frappé dans notre travail, c'est la tentation de certains groupes de prendre comme cible des boucs émissaires assez commodes, quoi. Donc on va dire, tout ça c'est la faute au ciment. La cimenterie, c'est terrible. Non, c'est la faute au numérique. Le numérique, mon Dieu, qu'est-ce que ça consomme comme gaz, qu'est-ce que ça envoie comme gaz. Et alors l'aviation faisait partie des cibles privilégiées comme bouc émissaire très commode, puisqu'on considérait que l'aviation c'était pour les riches et qu'on n'avait pas besoin de voyager au fond. Aujourd'hui, les vols transatlantiques ou les vols européens ne forment quasiment qu'une minorité du trafic aérien. Le trafic aérien se développe beaucoup, surtout dans les pays émergents, à la fois dans nos relations avec ces pays émergents et à la fois dans les vols domestiques émergents. Donc, la tentation d'être les maîtres du monde au Parlement européen ou autre, il faut faire attention à ça. Le monde ne dépend pas uniquement de nos décisions à nous. Et donc, il faut que nous fassions attention dans notre façon de comprendre ou de réguler le trafic aérien. En tous les cas, nous avons travaillé beaucoup avec les acteurs du trafic aérien, membres d'Équilibre des énergies, et nous sommes persuadés que le transport aérien, l'aviation, pourra se décarboner. C'est plus difficile parce que les avions ont besoin de carburant liquide, mais pour l'instant, le monde aérien, les compagnies aériennes, les constructeurs d'avions sont parmi les plus innovants du monde de l'économie. Et par ailleurs, c'est une excellence française. Et donc, ce serait quand même dommage tout d'un coup de vouloir supprimer, interdire ou brider un fleuron de l'industrie française. Nous sommes dans un monde aussi où la concurrence est très grande. Comme vous le savez, les États-Unis viennent de voter une loi qui s'appelle la loi de réduction de l'inflation, qui ne comporte que des carottes. Une gigantesque mine de carottes pour l'industrie, tandis que chez nous, en Europe, on est plutôt du côté bâton. Il y a beaucoup de bâtons, il y a un peu moins de carottes. Et donc, cette concurrence sera difficile aussi et il faut que nous y fassions attention. Alors, peut-être que je vais vous laisser d'abord la parole, peut-être pour vous présenter et dire comment vous en êtes venu à l'aviation. Nous, c'était pour essayer de l'aider à se décarboner et savoir ensuite comment est-ce que les pouvoirs publics et vous-même, législateurs, vous pouvez hâter ou contribuer à cette décarbonation. Et vous-même, comment ça s'est passé ? Écoutez, merci beaucoup. Comment je suis venue à l'aviation ? Alors là, vous savez, quand vous êtes sénateur et qu'on vous dit il y a un rapport à faire sur l'aviation, est-ce qu'éventuellement vous seriez disponible ? Est-ce que ça vous intéresserait ? Voilà comment ça est venu. Donc, je me suis dit oui. Et puis, en plus, j'ai un grand merci à dire à l'aviation parce que l'aviation m'a sauvé la vie. Dans le sens où, dans les années 50-60, il n'y avait pas encore le vaccin contre la coqueluche. C'est une petite anecdote que je me permets de vous raconter. Et à cette époque-là, il y a eu une très très grosse épidémie. J'étais atteinte de ça. Et le médecin, mes parents, a dit, mais il n'y a qu'une chose à faire pour la sauver, c'est de lui faire un tour d'avion. Et à l'époque, on faisait faire des tours d'avion aux enfants qui étaient atteints de la coqueluche. Et j'ai fait 1 heure au-dessus de la ville de Troyes, dans un petit coucou, avec mon père et le pilote. Et en descendant de l'avion, j'avais plus la coqueluche. C'est vrai. Et nous étions plusieurs enfants à attendre notre tour parce qu'il y avait une épidémie terrible. Après est venu les vaccins. Et on a pu faire des tours d'avion, mais c'est dommage. Donc, je dois la vie à l'aviation. C'est peut-être aussi une belle histoire, et c'est pour ça que j'ai accepté ce poste au Sénat. Alors, c'est vrai que c'est la 2e année que je suis rapporteur pour avis du budget de l'aviation civile et que je découvre l'aviation.
très sincèrement. Mais je trouve que c'est vraiment une très très belle chose. Et je suis fière, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis fière d'être française quand je vois l'évolution de l'aviation, tout ce que l'aviation cherche à faire pour justement rester leader, rester dans la course, être le meilleur pour notre pays. Et ça, vraiment, c'est une belle chose. Donc voilà pourquoi, et pourquoi aussi je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous écouter, pour apprendre et vous donner un peu mes réactions, bien sûr, puisque sinon je ne serais pas à côté de vous. Mais c'est surtout aussi pour rencontrer des gens passionnants qui sont persuadés de faire un beau métier et de défendre des belles couleurs. Pour répondre à la question qui est posée, d'abord, au Sénat, on fonctionne en commission, et moi je siège à la commission, comme toi d'ailleurs, aménagement du territoire, développement durable, et donc, sous l'angle du développement durable, nous sommes intéressés aux problèmes énergétiques, de la mobilité, des différents modes, etc. etc. Et donc dans cette commission, on a eu un débat sur la loi climat, et le déclic, c'est ce qui s'est passé au moment de la loi climat. Alors, moi, là où je vis, sur l'agglomération lyonnaise, je vis pas loin, je suis dans les communes où on est, comment dirais-je, dominé par l'atterrissage ou le décollage des avions qui viennent à Saint-Exupéry. Et en 40 ans, j'ai quand même, il faut le souligner, noté un certain nombre d'améliorations en termes de pollution, y compris en termes de bruit, même si nos habitacles ont fait beaucoup de progrès dans le domaine. Et puis, il y a aussi, je tiens à le souligner, une attitude de la part des gestionnaires de l'aéroport qui est très différente avec les associations, les élus et l'ensemble des populations voisines. Et ça s'est normalisé, il y a un meilleur dialogue, il y a une meilleure prise en compte, il y a un meilleur respect des couloirs. Il faut aussi le dire. Et puis bon, quand je discute avec les élus de mon département qui sont sur ce secteur, et que je vois tous les avantages qu'il y a pour la commune, personne ne remettrait en cause l'aéroport de Saint-Exupéry. Alors ça aurait pu me conduire à m'intéresser dans ma commission à l'aviation. Mais c'est pas ça. Ce qui m'a poussé à m'y intéresser, c'est quand il y a eu un espèce de bashing sur l'aérien. D'un seul coup, l'aérien devenait le mode de déplacement qui provoquait toute la pollution et la disparition de l'ensemble de cette 6e forme de vie sur Terre. Et dans le même laps de temps, on avait des données sur le numérique. Et si l'avion progresse de 4%, si j'ai bien retenu ou bien lu, ou 3 ou 4%, le numérique, lui, il est bien au-dessus. Et en même temps, on ne le voit pas directement, mais le numérique, il n'est pas neutre au niveau du carbone. Et donc, c'est cette espèce de bashing qu'il y avait sur l'aviation qui m'a interpellé et qui, je trouvais que ce n'était pas une façon intéressante de poser le problème. Il y a différents modes de déplacement et où on s'intéresse à l'ensemble des modes de déplacement et ce qu'ils peuvent générer, les avantages et les inconvénients. Et donc c'est pour ça que pour le projet de loi Finances 2023, je me suis rapproché du secteur de l'aviation. Alors il s'avère que dans ma commission, je suis avec d'autres collègues de mon groupe politique et personne n'était preneur de l'aviation. Alors je le disais, c'est vrai que dans nos territoires, c'est pas souvent qu'on est interpellé sur l'aviation. On est beaucoup plus interpellé sur les problèmes d'échanges quotidiens, du train, des trains qui n'arrivent pas à l'heure, des lignes qui sont fermées, etc., etc. Mais l'aviation, c'est pas le sujet qui interpelle en priorité, tout du moins là où je suis, sauf du côté de Saint-Exupéry. Donc ça m'a conduit très tardivement à m'y intéresser. Comme au Sénat, on fonctionne, alors vous avez dit groupe de travail, j'ai proposé dans mon groupe politique qu'on mette au point un groupe de travail pour auditionner. Et donc j'ai commencé à faire des auditions, j'ai suivi ce que la rapporteure proposait, et dans l'ensemble de ces auditions, je me suis aperçu que tout compte fait, il y avait une réelle volonté de la part des différents acteurs de l'aérien d'aller vers la décarbonation pour l'horizon 2050. Et que tout compte fait, ce qui s'était dit à Toulouse, ce n'était pas qu'un effet de com', il y avait eu une réelle volonté d'aller dans ce sens-là. Voilà ce qui m'a conduit à m'intéresser au secteur de l'aviation. Après, professionnellement, quand j'étais dans les risques naturels, j'ai utilisé, mais c'était plutôt l'hélicoptère.
C'est intéressant parce que ça nous permet aussi de savoir comment le Sénat travaille. Donc tout ça, c'est très intéressant. Alors, monsieur, madame, oui, l'aviation va se décarboner, est en train de faire beaucoup d'efforts. Et pour vous dire les choses simplement, d'abord, c'est une immense industrie. Parce qu'il y a évidemment non seulement les compagnies aériennes et les aéroports dont vous avez parlé, et les aéroports font beaucoup d'efforts, même pour se décarboner eux-mêmes, déjà, dans leur fonctionnement quotidien, et se préparer à la suite pour les avions de demain. Donc les avions de demain, ce sera aussi les aéroports de demain. Comment ça va fonctionner? Déjà, vous avez vu que quand il y a eu l'immense A380, les aéroports ont dû s'organiser pour être un étage supérieur, etc. Et ce sont les constructeurs Airbus, pour ne pas le nommer, ce sont les moteurs d'avion, et tous ces gens-là travaillent ensemble. Et nous savons que peut-être plus tard, Airbus, pour dire c'est en 2035, peut-être il y aura l'avion hydrogène, et que s'il y a de l'avion hydrogène, il faut s'organiser dans les aéroports pour apporter l'hydrogène, pour recharger en carburant les soutes des avions, etc. Mais pour l'instant, en attendant, il y a un certain nombre d'étapes, et vous le savez, les avions ont cette difficulté par rapport aux autres modes de transport. Les voitures peuvent devenir électriques, peut-être même peut-il y avoir des camions à hydrogène si l'hydrogène est produit proprement. Mais les avions, ils ont besoin de carburant liquide, parce que pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. L'électricité, ce serait trop lourd, les batteries. Peut-être pour des petits trajets, ça commence, il y a des petits avions électriques déjà. Pour l'instant, la question principale, c'est comment est-ce qu'on peut fabriquer des carburants liquides propres pour les avions, donc pour remplacer le kérosène fossile. Et ça s'appelle maintenant, c'est la grande question de ce qu'on appelle les SAF, Sustainable Aviation Fuels, donc les carburants durables en quelque sorte, avec deux parties, et beaucoup de travaux qui sont en ce moment en cours, notamment au Parlement européen, et une discussion n'est pas tout à fait achevée. Comment est-ce qu'on peut faire? D'abord avec des biocarburants, et ensuite avec des carburants de synthèse. C'est ça la question, et on demande évidemment aux élus d'aider à ce développement. Alors je ne sais pas si je vais entrer dans le détail tout de suite, parce que vous savez sans doute déjà tout ça. La question maintenant des biocarburants, elle est très simple. Est-ce qu'il y a assez de matières premières? La biomasse, parce que les biocarburants sont faits pour l'instant à partir de biomasse. Il y a des restrictions, c'est-à-dire que par exemple certaines parties de la biomasse, c'est pour la cosmétique, on ne peut pas le laisser aux avions. Ça c'est déjà pas normal. Donc il faudrait savoir quelles sont les ressources, est-ce qu'il y en a assez? Mais l'autre question c'est que mais il y a une compétition pour la biomasse, puisque les voitures veulent des biocarburants. On a déjà commencé avec des incorporations obligatoires pour l'éthanol, pour l'huile de colza, pour faire à la fois du gazole et de l'essence. Mais les voitures, elles vont devenir électriques, donc elles n'auront plus besoin de ça. Donc peut-être que ce qui a été réservé aux voitures, peut-être qu'on pourrait le dire, c'est plutôt pour l'aviation qu'on a absolument besoin, parce que l'aviation, elle ne va pas devenir électrique. Ensuite, c'est peut-être au-delà d'autres carburants beaucoup plus intéressants, pour lesquels il faudrait que la France prépare son industrie. C'est le recyclage du CO2, la fabrication de l'hydrogène, et en combinant l'hydrogène et le gaz carbonique qu'on va récupérer à partir des usines qui en produisent, qui en émettent, on peut produire des carburants de synthèse, etc. Donc ça, c'est la route, en quelque sorte. Mais il n'y a pas assez d'efforts français faits pour cela. Donc déjà, il y a la question de savoir si on peut prioriser l'utilisation de la biomasse pour les avions. Parce qu'il y a un autre acteur qui fait concurrence, ça s'appelle la méthanisation. Et la méthanisation, il y a beaucoup de vos collègues qui trouvent ça très bien. Et effectivement, c'est pas mal. Mais alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut réserver à l'aviation? Qu'est-ce qu'on peut laisser au biogaz? Est-ce qu'il y a une politique française de la biomasse? Est-ce qu'il y a des priorités bien affichées? Voilà, donc c'est une première question très importante pour nous. Quand je regarde les agences françaises ou les organisations françaises qui nous disent combien il y a de biomasse en France, les estimations varient quasiment ou décuplent. Il n'y a pas d'accord sur la quantité de biomasse disponible.
Parce que c'est pas si simple, la biomasse. Il faut aller la chercher, il faut des camions, il faut ci, il faut ça. Il faut que nos agriculteurs soient d'accord, il faut savoir ce qu'on leur demande, il faut que les prix soient établis, qu'il y ait une certaine permanence pour que les industriels s'engagent. Vous discutez avec des industriels aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs déchets? Ils disent « Ah ben moi je vais au plus offrant. C'est qui le plus offrant ?» etc., etc. Donc il y a toute une politique à mettre en place. Donc je dis ça devant tout le monde, c'est compliqué, je ne vais pas être le seul à parler. Mais voilà, la première étape, c'est comment est-ce qu'on fabrique des carburants durables. Et d'abord, ce sont les biocarburants, et ensuite, ce sont des carburants de synthèse. Comment est-ce qu'on peut pousser la France à avoir une industrie performante qui va aider son industrie aéronautique? C'est une question importante, mais c'est le rôle aussi des parlementaires, justement. Hein. Donc ça va être vraiment dans les mois, ce serait peut-être être un peu ambitieux, mais dans les années sûres, il va falloir vraiment que l'on parte à fond dans ce domaine. C'était un peu ce que regrettaient certaines personnes que j'ai auditionnées qui étaient inquiètes justement parce que les avions vont être prêts, par exemple, mais pour les faire fonctionner, non. Donc ça, c'est un problème soulevé et nous l'avons entendu plusieurs fois. Et je crois que là, et je suis d'accord avec vous, on n'est pas dans les starting blocks. Et il faudrait qu'on soit dans les starting blocks. Et ça, c'est notre rôle d'informer le gouvernement et de demander au gouvernement d'aller rapidement vers ces problématiques à résoudre parce que c'est notre avenir et c'est l'avenir de la France et de ce qu'elle représente. Donc, effectivement, ça, c'est le rôle important des parlementaires. La réponse est non. Au Parlement, on ne s'est pas penché sur comment demain ces biocarburants allaient se répartir en différentes utilisations. Dans mon département, sur le Nouveau-Rhône, j'ai bien vu que les agriculteurs, entre la Loire et le Rhône, se sont organisés pour la méthanisation. Ça fonctionne, c'est opérationnel. L'écart du secteur circule avec les produits qui en sortent. Et il y a toute une organisation, y compris dans la course, la métropole, avec tout ce qui est déchets alimentaires qui vient alimenter. Et on voit bien que ça se met en place et qu'à un moment donné, puisqu'on est dans une logique concurrentielle entre les différents modes, entre tout, il y aura forcément, et vous l'avez soulevé, des télescopages. Et donc le Parlement, l'Assemblée nationale comme le Sénat, devra se pencher sur ce problème-là. Il y en a un autre qu'il faut évoquer, c'est que les biocarburants, et je crois que dans le secteur de l'aviation c'est très clair, ne doivent pas rentrer en concurrence avec quelque chose qui nous est quand même fondamental, c'est que tous les jours on doit s'alimenter. Et donc là aussi il y aura un débat à avoir. Et derrière, c'est le problème du contrôle. Et on voit bien qu'aujourd'hui, au niveau des contrôles dans l'organisation de l'État, jusqu'à présent, on a un peu tendance à négliger ces aspects-là. Et donc, quand on va rentrer dans toute cette complexité, ça veut dire qu'il faudra aussi se repencher sur comment on remet du contrôle et comment on renforce le contrôle pour que les règles soient bien respectées. Vous savez, la méthanisation, ça pose aussi certains problèmes dans mon secteur. Par exemple, c'est vrai que la méthanisation, un méthaniseur qui se trouve à côté d'une exploitation et qui a son approvisionnement qui est fait quotidiennement par l'exploitation, mais il y a aussi des installations qui sont faites avec des déchets de champs et des cultures qui sont mises en place après la récolte réelle et qui sont arrosées en plein mois d'août, vous voyez, et ça pose problème. Moi, j'ai des courriers régulièrement pour me dire mais c'est pas normal, on n'a plus le droit d'arroser nos potagers, on n'a plus le droit de laver nos voitures, et l'agriculteur est en train d'arroser pour mettre dans le méthaniseur. Donc tout ça, c'est problématique. On fait des choses et on n'a pas imaginé les problèmes qu'on pouvait rencontrer. Donc, dès l'instant où on n'a pas imaginé les problèmes qu'on pouvait rencontrer, eh ben, ça crée des conflits et on n'a pas de solution toute faite. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que dans notre écosystème, si je puis dire, à la fois réglementaire et politique,
on n'a pas suffisamment mis l'agriculture dans le système aéronautique, si je puis dire, alors qu'on en a besoin. Et donc cette question de la biomasse est très importante. Alors la méthanisation, ça marche très bien, bien sûr, ça fait du gaz renouvelable, mais évidemment la question, alors avec des inconvénients, bien sûr. Les inconvénients, c'est pas ici qu'on doit les traiter. Simplement, la question de la place résiduelle, si je puis dire, du gaz est importante, puisque dans les réglementations du chauffage et autres, on va progressivement se passer du gaz. Bon, alors donc, jusqu'où va-t-on pour faire du gaz? Bon, c'est une question que les planificateurs doivent se poser, précisément parce que cette ressource de la biomasse est encore relativement rare. En tout cas, elle est limitée. Évidemment, alors vous avez tout à fait raison, monsieur le sénateur, il n'est pas question d'utiliser en principe des espaces qui sont dévolus à l'alimentation, hein, mais on pourrait aussi dire il faut que le carbone retourne au sol, il faut aussi que les écosystèmes soient fertiles, il faut entretenir la production agricole, donc on n'utilise pas tous les restes, il faut que la paille aille aussi à l'élevage, etc. Donc il y a beaucoup de questions, si vous voulez, secondaires, mais qui sont très importantes aussi, et il y a des générations de ressources, de matières premières biomasse. Maintenant, on travaille sur le bois et tout ce qui s'appelle la lignocellulose. Est-ce qu'on peut utiliser ça? Ça coûte plus cher, c'est plus compliqué. Donc, il y a différentes étapes. Mais ensuite, il y a cette étape passionnante qui est alors le carburant de synthèse. Et là, c'est passionnant aussi. Et on va se heurter là à une réglementation européenne. Ah, quelle est la réglementation européenne? Ah, ben c'est parce qu'en Europe, il y a des gens qui n'aiment pas le nucléaire. Et comme il y a des gens qui n'aiment pas le nucléaire, ils cherchent à imposer dans la réglementation européenne le recours uniquement à l'énergie renouvelable pour faire de l'électricité ou pour faire de l'hydrogène à partir d'électricité par électrolyse. Et donc ça veut dire que pour un pays comme la France, alors on n'aura plus le droit d'utiliser de centrales nucléaires pour faire de l'électricité, pour faire de l'hydrogène, pour faire ensuite des carburants de synthèse. Bon, donc si vous voulez, là aussi, il y a une bataille. Et cette bataille, pour l'instant, notre gouvernement la mène à Bruxelles. Mais il faut que les parlements soutiennent fortement cet effort. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, un pays, c'est l'Allemagne, hein, pour ne pas le dire, l'Allemagne où en ce moment vous avez des batailles très fortes entre les Verts qui veulent interdire l'exploitation de la mine de charbon et les Verts au gouvernement qui veulent l'autoriser, c'est compliqué. Mais ce pays se croit investi d'une mission mondiale qui consiste à supprimer le nucléaire de la surface de la Terre. Bon, à un moment donné, il faut quand même que même l'Allemagne accepte que la France utilise des centrales nucléaires pour produire son électricité. Donc on a une bataille, là encore, sur la réglementation qui permettrait de faire des carburants de synthèse rapidement, et notamment en France. Bon, je vous le signale simplement, parce que c'est une bataille compliquée qui existe depuis fort longtemps. La plupart des directives européennes, notamment sur la décarbonation des carburants, sur le chauffage des maisons, etc., ne veulent que de l'électricité d'origine renouvelable. Je suis aussi pour les énergies renouvelables. Mais vous voyez, j'ai un département qui a déjà 468 éoliennes et qui doit le doubler. C'est dramatique aussi. Dramatique. Donc, dramatique pour mon département, parce que là, vraiment, on a une centrale nucléaire, donc, et on a de l'enfouissement aussi avec l'Andra. Donc, on fait notre part. Hein. Mais je veux dire, à un moment donné, on n'a pas réfléchi non plus. Alors, sous prétexte qu'on est dans la diagonale du vide, on nous colle des éoliennes à tout va. Alors, bien sûr, ça intéresse aussi les élus. Hein, il ne faut pas se leurrer. Ça rapporte un peu des financements dans les caisses de la commune. Et comme elles ont de moins en moins de budget, on les comprend. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, là, mon département, c'est catastrophique. On va être en plein débat cet après-midi au Sénat, puisqu'on va aborder l'énergie nucléaire. Bon. Effectivement, l'évolution au Sénat sur ce texte fait que notre rapporteur de la Commission des affaires économiques propose d'aller vers plus de nucléaire, et donc le débat va se situer là. J'ai bien entendu la position de mes collègues écologistes qui s'opposent. Bon, l'énergie nucléaire, c'est aussi accepter qu'on prenne des risques. Il y a quand même eu des pépins, il peut y avoir des pépins, et en plus, si on multiplie les sites de production de l'énergie nucléaire,
nucléaire, on augmente les risques d'avoir un jour ou un autre un pépin. Alors, les projets sur lesquels on doit se pencher, alors nous on va nous proposer qu'on reste bien à 6 nouveaux EPR, c'est pour des mises en fonction en 2040 et qui vont fonctionner jusqu'à la fin du siècle, 60 ans. On doit se poser un certain nombre de questions par rapport au changement climatique, par rapport au problème de l'eau dans nos fleuves. Et donc, à l'évidence, comme toutes les données de la CNR, de Veolia, dans le Rhône par exemple, c'est moins 40% d'ici 2040 l'été dans le Rhône. Donc, vraisemblablement, on va privilégier les sites au bord de mer pour pouvoir refroidir nos centrales. Autrement, les centrales qu'on va construire le long du Rhône, elles vont fonctionner comme les énergies renouvelables. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'eau, on ne peut pas les refroidir, on arrête. Alors, si derrière votre question, quand vous parlez des énergies nucléaires, c'est que, et en l'opposant aux énergies renouvelables, on ne l'a pas abordé comme ça pour le moment. On n'a pas opposé l'un à l'autre en France. Et les énergies renouvelables, c'est des énergies intermittentes. Ou alors on s'organise avec la Tunisie pour qu'ils mettent dans leur désert des photovoltaïques et puis on est relié et on a de l'électricité en permanence. Mais si on était uniquement sur de l'énergie renouvelable, je ne suis pas sûr qu'en ce moment on pourrait éclairer cette salle. Donc dans mon esprit, dans l'immédiat, il me semble difficile de pouvoir dire on va se séparer de l'énergie nucléaire. Mais je pense qu'à terme, c'est une énergie dangereuse, tout aussi dangereuse pour la forme de vie qu'on représente qu'est le carbone qui augmente dans l'atmosphère. Voilà, je ne sais pas si c'était ça qui était derrière votre sujet, mais en tous les cas, derrière, vous souviez par rapport à l'aviation. Bah oui, moi je ne vois pas bien l'aviation, s'il y a quelque chose qui dépasse toutes les frontières, c'est bien l'aviation. Et donc je ne vois pas bien comment on peut aller de l'avant si on n'a pas une réglementation européenne et, je dirais, une réglementation internationale. Alors, on a beaucoup parlé, parce que dans l'équilibre des énergies, il y a 4 propositions pour l'aérien. Il y a aussi le côté l'innovation. Et moi, je m'intéresse beaucoup à l'innovation, parce que je pense, j'ai vu qu'à Toulouse, sur l'avion électrique, alors évidemment, moins de 400 km, c'est une flotte pour 20 personnes, 19 passagers, hein, mais pour des vols intérieurs, ça peut être intéressant de s'y pencher et de regarder. Et pourquoi je m'intéresse à l'innovation ? Parce que dans d'autres domaines, notamment les transports en commun, moi, sur Villeurbanne, il y a Alstom. Il y a les bureaux d'études d'Alstom. J'ai eu, par hasard, la chance de les visiter. On était en 1980. Et le bureau, les chercheurs, les ingénieurs d'Alstom étaient déjà en train de travailler sur le tramway qu'on allait mettre en place dans les années 90. Et donc, aujourd'hui, dans un certain nombre de bureaux d'études, de bureaux de recherche de l'industrie, il y a des innovations qui sont intéressantes à connaître et pour le parlementaire à se pencher pour les avoir déjà en tête. Je pense par exemple qu'il y a des gens qui aujourd'hui dans le domaine routier sont en train d'essayer de travailler sur la route électrique ou l'autoroute électrique. Bon, ça mérite d'être au courant, de s'intéresser parce que vraisemblablement ça peut déboucher, ça peut être extrêmement intéressant. Voilà, alors après on est sur la décarbonation, mais quand vous siégez au Sénat dans la commission aménagement du territoire, vous devez voir d'autres problématiques. Alors si j'ai dit tout à l'heure que j'avais bien noté que les différents acteurs de l'aérien étaient pour aller atteindre la décarbonation en 2050, il faut aussi se poser la question si cela fait du sens dans la société. Et comment l'ensemble des membres de la société, par rapport au problème, à ce problème-là, l'intègre, en parle, adhère. Dans mon quotidien, quand je rencontre les gens, ce n'est pas le sujet de conversation que j'ai en priorité. Voilà. Et il y a un deuxième aspect, c'est on parle du réchauffement climatique, mais j'ai bien compris que la biodiversité est aussi un gros problème. C'est pas à Brice Lalonde que je vais le sensibiliser sur ce problème-là. Et donc nous, au Sénat, on doit aussi se poser la question, non pas uniquement quand un mode de transport fonctionne et de la pollution qu'il peut générer, on doit aussi se poser la question mode par mode. Qu'est-ce qui produit en carbone de sa naissance, quand on va chercher le minerai, jusqu'à son recyclage, et en biodiversité, quand il fonctionne.
je me pose la question, quel est l'impact d'une voie ferrée, d'une voie autoroutière sur la biodiversité, et quel est l'impact de 2 aéroports? C'est aussi des questions, me semble-t-il, sur lesquelles il faut s'interroger. Parce que si on parle de priorité ou de complémentarité, ben, en posant ces problèmes-là, je n'ai pas la réponse, mais je ne suis pas persuadé que l'aéroport ait un impact aussi drastique qu'une voie ferrée ou qu'une voie autoroutière. Merci beaucoup. Alors, je me suis fait mal comprendre. Hein. Je me suis fait mal comprendre. Je ne voulais pas du tout introduire une discussion pour ou contre le nucléaire. Je voulais juste parler d'électricité. Aujourd'hui, on sait, quand on est un chimiste, quand on a de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote, on sait tout faire. On sait tout recréer presque. On sait, si on a de l'électricité en quantité suffisante, on sait produire des hydrocarbures, on sait produire du kérosène de synthèse. C'est-à-dire qu'on sait produire un carburant exactement le même que le carburant fossile, mais pas fossile. Mais on sait le faire uniquement si on a de l'électricité pour produire de l'hydrogène, par électrolyse de l'eau, parce que c'est la façon propre de faire de l'hydrogène, quoi. Donc le problème d'avoir une quantité suffisante d'électricité est très importante. Voilà, c'est tout. Donc si vous voulez, que cette électricité provienne des renouvelables ou qu'elle provienne du nucléaire, c'est pas le problème. Le problème, c'est d'en avoir suffisamment. Et si un pays dans son électricité a du nucléaire, ben, très bien, tant mieux pour lui. Et la France, elle en a, donc elle peut aussi produire beaucoup d'électricité, ce qui lui permet de produire de l'hydrogène, ce qui lui permettrait de produire des carburants de synthèse et peut-être d'être leader. C'est ça la question, si vous voulez. Il y a déjà une compétition. L'Allemagne a commencé. Le Chili commence parce qu'ils ont plein de soleil. Donc, eux, ils font ça notamment avec des renouvelables, etc. Donc, il y a une compétition mondiale pour faire des carburants de synthèse, pour être les meilleurs dans les SAF, si vous voulez. Mais dans les SAF modernes, les plus modernes, c'est-à-dire de synthèse avec de l'électricité. Voilà, c'était ça mon sujet. Et donc, si l'Union européenne dit « Ah non, 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 on a juste le droit aux renouvelables bon, », ça veut dire, par exemple, qu'il ne faudra pas qu'un pays triche, parce que vous savez que, par exemple, les voitures électriques, quand elles sont en Allemagne, bah, l'électricité, elle vient aussi du charbon. Donc, elles sont moins bonnes que l'électricité décarbonée, par exemple, en France. Voilà. Donc, la question de savoir si on a suffisamment d'électricité et si l'Union européenne autorise l'emploi de l'électricité bas carbone ou décarbonée quasiment, notamment nucléaire et aussi renouvelable, c'est très important pour l'avenir de cette industrie chez nous. Voilà, c'est tout. C'était ça le sujet, quoi. Hein. Mais qu'on soit pour ou contre le nucléaire, vous savez quel est le grand tueur? Le plus grand tueur de l'énergie, c'est le charbon. C'est lui qui il tue des millions de personnes par an, le charbon, que ce soit dans les mines ou que ce soit autour des centrales à cause de toutes les saloperies qui en sortent. Mais bon, c'est une autre discussion. Voilà, donc je voulais vous dire ça. Et pour le reste, vous avez tout à fait raison. Oui, la biodiversité, je peux vous dire que ADP ou la plupart des aéroports se préoccupent évidemment aussi de l'impact sur la biodiversité. Et c'est vrai qu'au Brésil, ou même au Congo, ben, il vaut mieux prendre l'avion parce qu'il n'y a pas de route. Et on ne voit pas comment on pourrait leur interdire. Et précisément, du coup, l'impact est moindre, c'est certain. Bon, ben voilà, ça fait partie de la discussion. J'ai beaucoup d'espoir dans l'aviation électrique sur des petites distances, parce que j'ai à côté de chez moi, par exemple, un petit aérodrome, et je pense qu'à ce niveau-là, on va pouvoir évoluer et avoir cette possibilité de transport avec des petits avions électriques. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a que des petits avions de loisirs et qui deviennent électriques, et entre autres pour les pilotes qui viennent se perfectionner. Merci. Donc, pour les petits aéroports, ça, c'est un enjeu qui est très, très intéressant. Or, la loi interdit les petits déplacements en avion. C'est embêtant, c'est justement ce qui était prévu pour le... Et ben voilà, il va falloir qu'on intervienne. Alors, il y a un groupe de travail, effectivement, qui dépend, c'est un groupe d'études sur l'avion qui est rattaché en lien avec la commission des lois. Et du reste, il y a 2 mois, j'ai demandé à le rejoindre, puisque dans mon groupe politique, j'ai dit je vais m'intéresser à l'avion. Donc ça existe. J'ai la personne, le collègue qui le préside, est quelqu'un qui est, comment dirais-je,
très très au courant du fait de l'aviation et qui est très dans le bain. Est-ce que c'est le meilleur moyen d'attirer tout le monde? J'en suis pas persuadé, parce que quand vous allez dans un groupe de travail et que vous avez un espèce de vocabulaire et que vous l'avez pas et vous demandez quelle langue on parle, je suis pas sûr que ça soit le meilleur moyen de faire adhérer. Alors après, tout à l'heure, j'ai expliqué que dans mon groupe et dans les commissaires de mon groupe politique à la commission des affaires étrangères, aucun s'intéressait réellement à l'avion. C'est une forme de réponse. Alors par contre, et ma collègue vient de le dire, c'est pour ça que sur l'innovation technologique et l'avion électrique interpelle beaucoup, et je pense, alors je ne sais pas parler pour tout le monde, mais je pense, y compris pour des députés, mais en tous les cas pour des collègues sénateurs, parce qu'ils sont très attentifs au devenir des petits aérodromes, qui sont fondamentales pour se déplacer, mais aussi pour l'activité économique de leur secteur. Quand vous n'avez pas le TGV à côté, quand vous n'avez pas une grande métropole, il est extrêmement important que ce réseau de petits aéroports puisse fonctionner. Et donc l'avion, pour ce que j'ai lu, électrique, même si c'est 19 passagers, c'est moins de 400 km, etc., ça interpelle un certain nombre de collègues. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais aujourd'hui, c'est me laisse. Alors par contre, je vous ai amené, parce que je dois l'avoir quelque part par là, l'Assemblée nationale, l'année dernière, elle a quand même sorti un rapport sur l'aérien, avec 46 propositions. Et nous, cet après-midi, au Sénat, en début de séance, on va officialiser la mise en place d'un groupe, une mission d'information sur les biocarburants. Et alors, je ne sais pas en ce qui te concerne, mais en ce qui me concerne, moi, j'ai demandé à être associé dans ce groupe de travail. Et c'est une mission qui va être portée sur quelques mois pour mieux comprendre et vraisemblablement aborder les questions que M. Brice Lalonde nous a posées tout à l'heure. Par exemple, nous faisons partie tous les deux de la commission aménagement du territoire et développement durable. Et très sincèrement, je suis au Sénat depuis fin 2017. Nous n'avons pas, dans cette commission, parlé de l'aviation. Nous avons parlé des mobilités, mais ce qui intéresse tout de suite les Français, c'est-à-dire nous avons parlé des voitures, des trains, des bus, des camions, tout ce que les gens rencontrent et ce qu'ils ont besoin tous les jours, mais pas de l'aviation. Vous voyez ? Donc c'est vrai que donc on compte sur vous. Bah, bien sûr, et bien sûr, mais c'est important et c'est pour ça que je suis là, que j'ai accepté de venir aujourd'hui. C'est justement pour rencontrer tout le monde et avoir un échange, parce que ça, c'est très important. Sur les énergies renouvelables, le problème au Sénat, c'était un problème entre la façon dont le gouvernement proposait dans la loi d'agir, c'est-à-dire pratiquement imposer des projets à des territoires, avec peu de consultation de ces territoires, et par réaction, un rapporteur qui a remis le balancier de l'autre côté et qui avait mis un droit de veto au maire, qui n'était pas non plus la bonne solution. Et pourquoi, tout compte fait au Sénat, assez majoritairement cette loi a été votée, c'est parce que par le dialogue, par l'échange, on est revenu, on a retiré ce droit de veto et on a renforcé dans la loi la possibilité aux élus du territoire de se prononcer sur un projet d'énergie renouvelable. Ce qui posait problème au Sénat, peut-être pas dans la partie où moi je siège, mais dans l'autre partie, plus à droite, c'est les éolines. Voilà. Il y avait un espèce de rejet de l'éolien, y compris en mer, et là-dessus, il y a eu beaucoup de discussions. Sur l'aérien, voilà, alors, si c'est votre question, alors à ma connaissance, c'est peut-être pas dans cette loi, mais dans une loi qui a été votée, présentée en 2019, c'est-à-dire que sur un aéroport, vous avez des parkings. En règle générale, aujourd'hui, on les a imperméabilisés, on pourrait peut-être les faire autrement. Et sur ces parkings, on doit mettre des panneaux photovoltaïques. Cela dit,
il faut faire attention. Si on se précipite sans penser à la filière, on va relancer les Chinois. Et donc, quand on met ça dans le texte de loi, il faut aussi, au niveau français et au niveau européen, à créer cette filière et à créer notre propre production de photovoltaïque. Autrement, on revient dépendant d'un autre pays. Monsieur le sénateur, nous avons proposé un amendement qui aurait imposé un certain rendement aux cellules photovoltaïques, rendement qui n'est pas atteint par les cellules qui viennent de Chine, mais que les Français savent réaliser. Mais cet amendement n'a pas été, d'après ce que j'ai compris, pas été intégré, quoi. Voilà. Mais donc, en effet, on avait pensé à la même chose que vous, exactement. Je crois qu'il y a aussi un groupe au Sénat qui s'occupe aussi des liaisons aériennes entre la France et certains départements outre-mer. Oui. C'est Mme Cancon et Guillaume Chevrolier. Les deux, ils sont, ça démarre. Hein. Ça démarre. Alors je sais qu'il y a un texte de loi qui avait été voté en 2003 pour les Français d'outre-mer, pour les billets d'avion, et que ça ne fonctionne pas très bien. Et il se pose la question de la continuité de notre territoire. Voilà. Et elle se pose d'autant plus si demain on ne pouvait plus relier ces territoires par l'avion. Voilà. Donc ils sont en plein de travaux là-dessus. Et je sais qu'il y a des journalistes qui s'intéressent plus particulièrement à cette problématique. Il faut qu'ils prennent contact avec nos deux collègues qui sont en plein travaux. Tout démarre, vous voyez, chez nous. Très sincèrement, au niveau de l'aviation, je ne dis pas qu'on n'est pas dans les balbutiements, ce serait mentir, mais vraiment la prise de conscience réelle de ce que représente, de ce qu'est l'aviation pour nous, on est là, on en est là. Simplement, à la dernière loi de finances 2023, en ce qui me concerne, avec d'autres collègues, on a posé un amendement pour effectivement favoriser les compagnies qui allaient utiliser les SAF et la filière en même temps par crédit d'impôt. Cet amendement est passé au Sénat. Si j'ai bien compris, il n'a pas franchi le deuxième tour à l'Assemblée nationale. Bon, si on l'a présenté une fois, on le représentera une deuxième fois. Vous savez, pour un syndicat d'énergie, ça fait 4 fois que je présente un amendement. Voilà, puis petit à petit, j'essaye de m'approcher mes amis centristes en leur disant, mais voilà, à un moment, on peut peut-être y arriver, quoi. Voilà, donc à un moment, nous, j'ai participé à cet amendement. Il est passé au Sénat, il n'est pas passé à l'Assemblée nationale. On remettra ça sur l'ouvrage. Vous avez raison dans le sens où c'est vrai que là, j'entends mes collègues de la Martinique et de la Guadeloupe. Oui, non, mais c'est parce que je les ai à côté de moi, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une énorme préoccupation, vous avez raison. On est peut-être aussi un peu déconnectés, et vous avez raison, je ne peux que aller dans votre sens. Parce qu'on a chacun le regard de son territoire, et vous m'en excuserez. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes nombreux et que nous représentons la France entière, et les Outre-mer, bien sûr. Alors, vous dire que je ne suis pas préoccupée, j'ai des amis à la Martinique et à la Réunion et ailleurs, et j'ai un fils qui est à l'autre bout du monde, donc vous voyez, le transport aérien, je connais, on a tous des étudiants à droite à gauche, et très sincèrement, c'est une grande préoccupation, mais je renouvelle que c'est vrai que nous allons démarrer une étude, parce que ça, je m'y engage, sur le devenir de l'aviation, et on va le faire le plus rapidement possible, parce que c'est un sujet préoccupant. Et là, cet après-midi, si tu es avec ces collègues qui vont travailler là-dessus, nous allons le faire. Et je suis consciente que c'est un réel problème pour les Outre-mer actuellement. C'est vrai, monsieur.
Vous avez raison, vous avez raison. On a un sérieux retard à notre niveau, je le reconnais, pour les développements de l'aviation. Sur le dernier point que vous avez soulevé, un certain nombre de sénateurs, sénatrices et sénateurs, sont bien évidemment préoccupés je parle de l'Hexagone, les petits aéroports et de leur fonctionnement dans le temps. Après, moi, je pense être connecté effectivement avec le territoire que je représente. Donc, il a une particularité, c'est que je représente à la fois la métropole de Lyon, qui est un département, et à la fois le Nouveau-Rhône, c'est-à-dire le reste du département qui est resté en dehors de la métropole, ou l'inverse, hein, comme vous voulez. Et j'ai deux contradictions, deux fonctionnements, une population très urbaine, une population qui vit en périphérie, qui reconnaît d'ailleurs que si elle vit bien, c'est parce qu'il y a une métropole avec 1,3 million, et toute une problématique pour essayer de faire en sorte que ces deux secteurs s'entendent bien. Après, si vous voulez me faire dire que je suis déconnecté avec la Terre entière et l'univers, je veux bien le reconnaître volontiers. Par contre, j'écoute mes collègues. Et dans mon groupe, il y a Catherine Conconne, qui est de la Martinique, et qui expose un certain nombre de problématiques que vous venez d'évoquer. Et c'est bien pour ça qu'avec notre collègue Chevrier, s'est remis un groupe de travail. Et alors, on ne peut pas tout faire. Moi, cet après-midi, je vais être nommé dans un groupe de travail pour les biocarburants. Je ne peux pas encore, en même temps, me préoccuper, si vous voulez, des aspects que vous avez soulevés avec juste raison. La commune où j'ai été élu pendant de nombreuses années, c'est celle de Villeurbanne, où j'ai effectivement beaucoup de Français qui viennent plutôt de l'île de la Réunion, et d'ailleurs qui sont toujours là, parce que c'est eux qui font fonctionner nos hôpitaux, pour être très objectif, et qui, quand je les rencontre plutôt sur les stades de foot, m'évoquent toutes les difficultés qu'ils ont pour à la fois être en lien avec la famille et eux-mêmes pour rejoindre, dans le contexte présent, l'île de la Réunion. Donc, si vous voulez, dans un an, je pense que mes collègues auront avancé. Le premier sujet qu'ils ont abordé, d'ailleurs, c'était la continuité territoriale avec la Corse. Je pense que tactiquement, s'ils ont fait ça, c'est pour pouvoir s'en servir avec d'autres territoires. Et comme m'a dit Catherine Conconne, s'il n'y a plus d'avion, moi, pour venir ici au Sénat, c'est 12 jours. Hein. Merci beaucoup. Donc, je crois que le point a été bien fait et que nos amis sénateurs ont bien entendu, et vous pourrez revenir peut-être dans quelques temps les interroger, parce qu'ils auront fait le lien avec les élus des territoires d'outre-mer, et je pense qu'ils auront même pu éventuellement en parler au ministre, M. Beaune, parce qu'il passe de temps en temps au Sénat aussi, échanger avec les sénateurs. Je vous remercie de cette question. Vous savez, les écologistes, c'est comme les champignons. Il y a les vénéneux, les bons, les mauvais, les comestibles, enfin tout ce que vous voulez. Donc voilà. Alors les vers dont vous parlez, en effet, se caractérisent en partie, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, par une certaine radicalité. Et je pense que quand vous parlez de déconnexion, ils sont complètement déconnectés de la réalité pour le coup. Et non seulement ils sont déconnectés de la réalité, mais ils contribue à aggraver le changement climatique en refusant un certain nombre de formes d'énergie décarbonée, etc. Donc pour nous et pour moi, décarboner la France, c'est un objectif extrêmement important, un projet extrêmement ambitieux, mais c'est une aventure industrielle. Ce n'est pas du tout une espèce de démission et aller lézarder sur les plages ou à la campagne. C'est un gigantesque effort industriel. Et cet effort industriel est passionnant et il devrait passionner beaucoup de jeunes. Et c'est assez frappant de voir que d'un côté, il y a des jeunes qui s'angoissent, qui ont raison d'avoir peur du changement climatique. C'est très effrayant, le changement climatique. Hein. Et de l'autre côté, beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à embaucher. Donc les politiques, leur job, c'est d'expliquer aux jeunes qu'il y a moyen d'agir et que les entreprises, une grande partie des entreprises ont leur feuille de route de décarbonation, savent ce qu'il faut faire et cherchent à embaucher. Allez, il faut faire le lien. Et donc, vous avez raison. Comment est-ce que cette écologie-là se fait entendre ? Dieu du ciel. J'ai arrêté de faire de la politique et je m'en trouve très bien. Dans mon rapport de l'an dernier, j'avais demandé s'il était possible, sur les billets d'avion, de marquer l'impact
environnementale, pour justement faire comprendre et essayer d'expliquer quand on prend un billet, ben voilà, l'impact il est de temps. Et par rapport à ma vie de tous les jours, vous voyez, pouvoir faire des comparaisons. J'entends comme vous, là, pour le coup. Hein. Et parce que, si vous voulez, alors ce que vous dites est très important. Il y a deux choses. Il y a les redevances et puis il y a les offsets. Et les redevances, je pensais que c'était une législation, une réglementation européenne pour éviter les distorsions de concurrence entre aéroports. Là, vous avez aussi une facilité nationale à établir vous-même vos charges, vos redevances. Alors, je ne connais pas tout exactement parce que je ne suis pas des opérations, donc je ne sais pas exactement ce qui se cache derrière, mais je sais qu'on l'a testé en France et sur un de nos aéroports en Angleterre ou UK. Je ne sais pas si c'est dans le cadre d'une facilité qui est européenne ou si on travaille sur un aspect plus national. Je ne pourrais pas vous répondre précisément. D'accord. Non, mais en tous les cas, merci. Peut-être qu'il faudra qu'on se revoie et ensuite on pourra faire le lien avec vous, madame et monsieur. En revanche, il y a une question très importante qui est celle des offsets, des compensations. C'est-à-dire qu'à terme, l'aviation sera décarbonée dans le monde entier. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce que l'organisation internationale IATA ou l'OACI cherche à promouvoir. Mais en attendant d'être complètement décarbonée, on demande à l'aviation de bien vouloir compenser. C'est-à-dire essayer de réduire les émissions de carbone ailleurs si elle n'arrive pas à le faire pour elle-même. Donc on va dire, ben voilà, essayons de planter. Alors vous dites planter des arbres ou faire des puits forestiers. Moi je dis que cette question de savoir comment on compense les émissions de l'aviation est une question très importante en réalité et qu'il doit y avoir un moyen de rationaliser et de certifier sérieusement ces compensations pour que ce ne soit pas des blagues, quoi, que ce ne soit pas, comme on appelle ça, du greenwashing. Hein, donc voilà. Et donc je pense aussi que la question des SAF, on devrait pouvoir autoriser l'aviation en compensation de financer des SAF, qu'une partie de ces offsets, de ces compensations, de ces crédits carbone, en quelque sorte, aille à l'amélioration de l'aviation elle-même. C'est-à-dire qu'elle garde l'argent, en quelque sorte, que l'industrie conserve l'argent pour améliorer son bilan carbone. Exactement, par exemple. Bon, ça, c'est une question dont on pourra en parler après, quoi. Mais pour l'instant, la plupart des offsets, c'est des arbres. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la compensation, c'est bien rentrer dans une logique de décarbonation? Voilà. Mais tel que vient de le formuler Brice Lalonde, alors on voit une finalité. Et qui a un retour sur des biocarburants. Je voulais simplement apporter une précision. Alors moi, je ne me sens pas concerné tout à fait sur le débat entre les écologistes, puisque je ne suis pas écologiste. Simplement, je vois des évolutions dans la société. Et vendredi dernier, je visitais un centre d'apprentissage porté par plus de 1500 entreprises sur la région lyonnaise. Et à la fois les jeunes et à la fois les enseignants qui étaient là, tous disaient que dans la préoccupation des jeunes qui étaient en formation, c'était l'environnement. Et donc arrive sur le marché de l'emploi, dans les entreprises, toute une jeunesse, alors je ne dis pas que c'est toute la jeunesse, mais toute une jeunesse qui a cette conscience-là et qui aura forcément des conséquences dans l'organisation d'entreprise. Et ça va poser le problème aux entreprises, comment ils vont se réorganiser pour donner du sens à l'engagement de leurs futurs salariés dans leur branche industrielle. Simplement, l'ordre du jour du Sénat, c'est pas nous qui en avons la maîtrise. Bon, et donc, il est évident que l'ordre du jour et les textes de loi que propose le gouvernement vont nous occuper fortement. Il faut savoir qu'au Sénat, il y a une délégation entreprise. Et donc moi, je siège dans la délégation entreprise. Et ce que vous venez d'évoquer, c'est un des sujets qui peut être abordé dans la délégation entreprise. Voilà. En ce moment, la délégation entreprise est associée avec la délégation collectivité territoriale plutôt sur la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes et toute la problématique de la mobilité de proximité. Mais néanmoins, moi, j'attaque dans la délégation aux entreprises en début février avec des collègues sur toute la problématique des normes et de la complexité des normes et de leur simplification. Et le sujet que vous venez de soulever est un sujet qui sera vraisemblablement abordé et proposé par le président Babary de cette délégation.
Je pense que il faut communiquer davantage, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que j'avais demandé l'an dernier à ce qu'on marque sur les billets d'avion l'impact. Ça me semblait important. Il faut qu'il y ait que les journalistes soient porteurs d'une information claire vis-à-vis du transport aérien. Mais je regrette, monsieur, tout le monde ne prend pas le transport aérien, vous voyez, donc ce n'est pas une préoccupation première pour monsieur tout le monde. Et ce n'est pas à sa portée non plus encore, vous voyez. Donc c'est un tout, je pense qu'il faut vraiment qu'on parle du transport aérien comme un transport de très grande qualité, un transport qui facilite les démarches, qui facilitent la vie des jeunes aussi, parce que on a quand même, avec Erasmus, avec tout ça, des jeunes qui vont à l'étranger. Mais ça, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer parce que quand vous êtes dans un département très rural, c'est pas ce qui va vous préoccuper. Donc c'est un tout, mais l'aviation, c'est tellement une belle image. Et c'est aussi, si vous voulez, le fait de montrer que la France est performante. Et ça, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on redore ce blason français que nous avons perdu. Il y a un besoin, et je pense que même celui qui est au fin fond de sa campagne, quand il entend parler qu'on est premier quelque part, il en est fier. Ma collègue a soulevé des aspects que je partage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle s'est démocratisée. Mais on ne peut pas dire que c'est le mode de transport qui est à la portée de tout le monde et utilisé par tout le monde. Donc c'est vrai qu'on est plus sensibilisé sur la voiture, par exemple, parce que là, ça touche un plus grand nombre. C'est un problème global dans ce pays. C'est comment on se réintéresse à l'industrie en général et à ses performances, et comment on valorise aussi ce qu'apporte l'industrie dans notre confort de vie au quotidien. Et ça, ce sont des aspects qui sont rarement soulevés. On a plutôt tendance à soulever les aspects inverses. Alors j'ai bien entendu qu'à Rouen, oui, il y a eu un incendie à nouveau, et donc c'est des entrepôts et c'est de l'industrie, on mélange tout ça, et à côté, il n'y a pas suffisamment, de mon point de vue, de débat, de présentation de tout ce que amène l'industrie. Et amène de l'industrie, puisqu'on cherche tous notre confort, notamment confort. Voilà. Et après, on est quand même dans un régime concurrentiel, y compris dans la mobilité, et on a tendance, parce qu'on veut que tel mode ait la primauté par rapport à tel mode, d'escamoter le débat. Et je pense que la logique économique concurrentielle dans laquelle on est ne permet pas un débat serein entre les différents modes et leur complémentarité, et quelque part, elle carbonise le débat. Il y a un aspect concurrentiel, mais en même temps, l'aviation, ce sont des objets qui durent longtemps. Et l'aviation est une industrie du long terme. Elle travaille sur des termes qui sont plus longs souvent que les termes politiques, électoraux et autres. Et donc, il faut une certaine continuité, une certaine ténacité, une certaine persistance dans les politiques. Alors écoutez, à la première question, la réponse est non. Je ne sais pas comment. Par contre, c'est un objectif et normalement, on devrait déjà être dedans. Voilà. Donc, si vous voulez, quand vous êtes à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous avez aussi des commissions de contrôle. Et c'est ce qu'on appelle, nous, le contrôle après-vote. Et donc, vraisemblablement, pas cette année, mais l'année prochaine, par rapport à ces objectifs-là, il y aura une commission qui se mettra en place et qui associera 4 sénateurs d'opinions différentes et qui auditionneront et évalueront si on a atteint ou pas les objectifs. C'est l'Union européenne aussi. Et non seulement l'Union européenne demande 2% de SAF, mais dans les 2% de SAF, elle demande 0,01% de
de kérosène de synthèse. Donc c'est dès maintenant presque. Hein. La réponse va venir de la salle et notre enrichissement est là. Bonjour à tous, donc Bruno Cos, je représente Airbus. Alors la réponse, je vais me placer côté constructeur puisque le président Brice Lalande l'a annoncé, vous l'avez dit, vous le connaissez. Donc Airbus est engagé dans un programme de fabrication d'avions hydrogène dont la sortie commerciale est prévue pour 2035. 2035, pardon, excusez-moi, 2035, avec, disons, des choix technologiques qui devraient s'opérer en 2028. Actuellement, 3 concepts sont sur la table, des concepts qui varient à la fois en nombre de passagers et en range. Donc vous avez aujourd'hui un concept qui est basé sur ce qu'on appelle les turbopropulseurs en schématique. Pour ceux qui ne sont pas spécialistes, c'est des ATR 42 ou ATR améliorés avec une base hydrogène. Donc ce sont des avions de 1800 milles nautiques avec un range de moins de une capacité de moins 100 personnes à peu près. Et vous avez 2 autres avions qui sont, disons, à l'étude, un système de turbo jet, donc un peu les avions que vous connaissez aujourd'hui, de type A320, avec un range un peu amélioré de 200, de 4000 milles nautiques à peu près, donc, et puis derrière environ 200 passagers. Alors vous l'avez rappelé, la problématique de l'emport d'hydrogène, c'est de l'hydrogène liquide. Donc si vous emportez de l'hydrogène, vous réduisez la capacité passager. C'est pour ça qu'on a un 3e concept où cette fois-ci on peut optimiser la position des réservoirs sur l'ensemble de la voilure. C'est ce qu'on appelle un concept d'aile volante où à ce moment-là on peut avoir une répartition complètement différente de l'hydrogène et une amélioration également de l'aérodynamique avec et de la maniabilité de l'avion avec des concepts qu'on appelle de propulsion distribuée. Donc 3 concepts, les choix technologiques s'opéreront vers 2028. Donc oui, on croit effectivement à l'hydrogène. On a mis en place sur Airbus un plateau donc qui rassemble disons, beaucoup d'ingénieurs et de techniciens qui travaillent à la fois sur l'optimisation des concepts, mais également sur la capacité, ça a été rappelé, à créer une dynamique sur l'ensemble de la value chain pour permettre une distribution et un approvisionnement, un avitaillement en hydrogène sur l'ensemble des aéroports. Donc je crois que c'est aussi le point essentiel, c'est la distribution et la capacité de distribuer cet hydrogène vert, parce que ça a été rappelé, également un hydrogène qui sera fabriqué à partir d'une électricité et de sources renouvelables ou, disons, décarbonées pour permettre effectivement cette utilisation d'hydrogène propre. Et cette distribution est vraiment, disons, travaillée avec l'ensemble des acteurs de tous les pays pour permettre, avec les aéroports, disons, d'approvisionner à partir de 2035 les avions qui seront mis sur le marché. Je voulais quand même souligner un point parce que ça a été dit. En termes d'amélioration technologique, je pense que 2035, c'est un horizon, disons, de moyen terme. Je pense que déjà, si on avait la capacité à renouveler les flottes, c'est-à-dire par rapport à l'ensemble des avions qu'on utilise aujourd'hui, qui utilisent du kérosène, éventuellement du kérosène et des SAF, on a déjà une capacité d'améliorer en moyenne de 20 à 30%, en moyenne 25%, les émissions par un renouvellement immédiat. Et donc je crois que c'est quelque chose qu'on oublie déjà. On a à peu près sur l'ensemble du parc à peu près 15% de produits qui sont de nouvelle génération. Ça veut dire qu'on a 85% de potentiel d'amélioration avec les 25% que je soulignais par l'introduction immédiate de nouveaux appareils. Alors que ce soit des appareils de la gamme Neo, d'Airbus ou des concurrents. Et je crois que c'est déjà quelque chose qui est intéressant. Et rappeler simplement que l'industrie aéronautique a cette feuille de route qui a été, disons, largement communiquée au travers de la dernière Assemblée générale de l'OACI auquel vous avez, disons, fait référence. Donc des engagements de l'industrie aéronautique mondiale vers cette décarbonation et ce net zéro en 2050 et qui est décliné au niveau européen avec des objectifs encore plus ambitieux dans le cadre du paquet Fit for 55
Et derrière, au niveau national, avec l'article 301, et un travail extrêmement important qui est fait par le GIFAS au travers du CORAC pour amener cette capacité d'explication de cette feuille de route qui est basée sur les SAF, qui est basée sur l'introduction des nouveaux appareils, sur la performance des avions à hydrogène dès 2035 et également sur les compensations que vous avez soulignées, avec un point important aussi qui n'est pas souvent mentionné, mais c'est souvent l'amélioration du ciel aérien et des opérations au sol qui permettent de réduire entre une dizaine de pourcents, pour faire simple, l'ensemble des émissions de l'aviation. Vous avez parlé de la distribution de l'hydrogène et c'est vrai qu'une question est revenue durant les auditions, c'est le stockage de l'hydrogène au niveau des aéroports qui est aussi, il faut s'en préoccuper maintenant parce que ce n'est pas un stockage normal et il faut y penser maintenant. Merci pour tout ce que vous avez dit sur le caractère à la fois essentiel, international, et puis de défi pour l'industrie française que représente la décarbonation du transport aérien. Avant de dire un mot sur le ciel unique, je crois qu'il est très important de bien suivre tous les débats qui se tiennent à Bruxelles, à Montréal, vous les avez évoqués. Vous avez évoqué le règlement Refuel qui est en cours de discussion. Et là, j'attire l'attention des élus là-dessus pour qu'ils mobilisent aussi leurs camarades qui sont parlementaires européens. On a un enjeu qui est crucial, qui est en cours de discussion en ce moment, puisqu'on est en phase de discussion, dans la phase qu'on appelle le trilogue entre le Conseil, le Parlement européen et avec la Commission. Et nous avons affaire effectivement à forte partie avec nos excellents voisins allemands contre l'énergie nucléaire, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président. Et je voudrais souligner qu'il y a une part d'enjeu messianique, comme vous l'avez indiqué, mais il y a aussi un enjeu industriel très fort. Je pense que dans ce débat, les écologistes sont un petit peu utilisés aussi par tous ceux qui, en Allemagne, craignent que nous n'ayons à notre disposition une énergie décarbonée d'origine nucléaire qui soit beaucoup moins chère que l'énergie en Allemagne, avec tous les débats dans lesquels ils sont empêtrés entre le gaz, le charbon, etc. Donc là, il y a vraiment un enjeu crucial pour la France. Il y a un prochain Conseil des ministres franco-allemands qui va se tenir. J'espère que nous saurons faire passer tous les messages pour que les Allemands nous laissent effectivement utiliser ces énergies nucléaires. C'est déterminant pour l'avenir à la fois de nos compagnies, de nos aéroports. Voilà. Je me permets de préciser aussi, pour ce qui concerne le niveau international cette fois-ci, qu'il y a un régime d'offset qui existe, qui s'appelle le CORSIA, qui a été établi à l'OACI, qui n'est pas encore pleinement en fonction, puisqu'il fonctionne à partir d'un certain niveau de trafic qui devait être, au moment où le Covid est arrivé, le trafic a plongé, donc l'offsetting ne commencera à fonctionner probablement qu'à partir de cette année, effectivement, puisque le trafic repart, comme vous l'avez souligné. Et pour compléter ce qu'a dit notre ami d'Airbus, donc effectivement, l'OACI a défini ce qu'on appelle un panier de mesures pour arriver à la décarbonation du transport aérien, dans laquelle il y a tout ce qui a été indiqué sur les technologies, les carburants, les manœuvres, et y compris effectivement la navigation aérienne qui doit s'améliorer. Alors il y a un projet de texte au niveau européen, mais qui porte finalement plus sur l'organisation et la répartition des compétences entre la Commission européenne, les États. Et les États, pour l'instant, pour des raisons de souveraineté, sont très attachés à conserver un certain contrôle sur ce qui se passe dans le ciel, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas engagés, évidemment, sur l'amélioration de tout ce qu'on appelle les procédures de navigation aérienne, et notamment une procédure assez, que tout le monde peut comprendre, qui est ce qu'on appelle les descentes continues, puisque vous savez que voilà, quand les avions descendent, ils descendent par paliers, le temps qu'on vérifie qu'ils sont bien au bon endroit par rapport aux autres pour pouvoir atterrir dans le bon ordre en quelque sorte, et les ingénieurs de la navigation aérienne travaillent pour essayer d'établir le plus possible de descentes continues qui évitent ces paliers, qui évitent donc de remettre les gaz et qui doivent permettre de gagner plusieurs pourcents effectivement de consommation et donc d'émissions polluantes. Donc c'est vraiment tout un panorama de mesures effectivement qui sont engagées pour essayer de décarboner l'aviation civile. Merci beaucoup. Pour répondre à cette question, si on empêche les vols intérieurs, on ne développera jamais l'aviation électrique, puisque les premiers avions électriques seront des avions court courrier. Je suis en relation notamment avec Aura Aero à Francazal, près de Toulouse, qui va développer un avion régional, qui sera un avion hybride,
Et donc avec décollage électrique, un APU qui permet de recharger et se reposer en électrique. Et si on interdit ces vols intérieurs, on n'aura pas d'aviation électrique parce qu'on ne fera pas voler des A380 électriques demain. Voilà. Et après, il y a d'autres sujets. Juste pour revenir sur mon petit parcours et pour expliquer pourquoi je suis là et pourquoi je vais m'en aller. Ça, c'est le politique. C'est le politique qui parle. Voilà, donc j'ignore rien de tous ces sujets. D'abord, je suis un nouveau député puisque je suis le suppléant de Dominique Faure et que je suis arrivé à l'Assemblée qu'en octobre. Donc, j'ignore rien de tous ces sujets puisque dans une autre vie précédente, j'étais le collaborateur de Jean-Luc Laglaise qui a produit un rapport justement sur l'avenir de l'aéronautique. Voilà, donc je serai attentif à tous ces sujets. Je propose justement de pouvoir collaborer avec mes collègues du Sénat. Je suis le vice-président du groupe aéronautique et spatial de l'Assemblée nationale. Je ne vois pas les coprésidents présidente aujourd'hui dans cette salle, je le regrette. Et voilà, donc je reste en tout cas à votre disposition sur tous ces sujets. Merci. Par principe, quand on interdit, c'est quand on est en situation d'échec. Voilà. Et je pose aussi ce problème dans d'autres domaines, notamment sur ce qui peut empoisonner, je pense aux drogues par exemple. Et de mon point de vue, quand on est dans une situation d'interdit, c'est qu'on est en situation d'échec et qu'on n'a pas assez posé le problème. Maintenant, quand vous habitez la métropole de Lyon et que vous avez besoin de vous rendre à Paris, c'est sûr que vous n'allez pas aller prendre l'avion. Voilà, parce que en termes de temps, en termes et tout, même pour aller à Lille. Par contre, pour d'autres secteurs, et je rejoins ce que vient de dire notre collègue député, effectivement, si on part du principe qu'il faut interdire, on ne développera pas cette possibilité de l'avion électrique qui semble intéressante pour les petites distances. Justement, sur ce sujet de l'intermodalité, puisqu'on n'a pas encore évoqué le train, j'entendais il y a quelques jours une députée européenne écologiste bien connue qui nous disait que l'avenir de l'avion, c'était le train. Donc, je voulais un peu avoir votre avis là-dessus, dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, dans le cadre de la loi climat-résilience. On a eu les interdictions sur 2h30 et aujourd'hui, à Bruxelles, sous le contrôle de Bertrand, il y a quand même un certain nombre de parlementaires européens qui poussent l'idée d'aller vers une interdiction à 4 heures. J'ai même lu des amendements récemment à 6 heures. Nous, à Aéroport de Paris, avec nos camarades d'Air France, j'ai vu Aurélien dans la salle, on travaille évidemment à toute cette logique d'intermodalité parce qu'on croit aussi que sur des trajets courts, et ça devrait vous parler, vous qui avez l'aéroport de Lyon, qui a une gare TGV évidemment dans votre département, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas quand même un risque d'éviction sur la compétitivité nationale dès lors que l'interdiction, et on revient sur ce sujet-là, en fait permettrait à un certain nombre de passagers, si on ne développe pas en parallèle une offre de connectivité, je parle là pour le coup ferroviaire efficace, de voir un effet d'éviction vers d'autres aéroports avec d'autres compagnies aériennes européennes. Je vous donne un exemple très concret sur le Bordeaux. Si demain vous fermez Bordeaux-Charles de Gaulle, est-ce que les passagers bordelais, qui en réalité mettront plus de 2 heures pour aller à Charles de Gaulle, n'iraient pas simplement faire Bordeaux-Francfort, Bordeaux-Londres ou Bordeaux-Amsterdam pour ensuite rejoindre une destination internationale? Et comment vous positionnez-vous sur ce sujet des 4 heures et potentiellement des 6 heures qu'on voit de plus en plus poindre à l'échelle européenne? Quand vous dites sur le Saint-Exupéry, son concurrent, c'est Genève. Voilà. Et quand il y a des départs qui ne peuvent pas se faire de Saint-Exupéry, on est même pas, enfin un peu plus du nord à Genève et on va rejoindre Genève. Donc ce que vous venez de soulever dans votre dernier élément de propos, c'est effectivement il y aura cette tentation. En plus, si j'ai bien lu les données, Charles de Gaulle Bordeaux, c'est 50% des lignes en passagers, je crois, hein, des lignes qu'on a souhaité interdire. Très sincèrement, quand vous êtes sur Lyon, aller prendre l'avion pour aller à Paris, c'est vraiment en termes de temps, voilà. Donc il y a des réalités qui vont s'imposer. Après, moi, sur votre question, j'ai plutôt tendance à penser que l'avenir sera aux compagnies qui offriront en même temps l'avion et le train. Voilà, je le vois comme ça. Et je ne sais pas, mais un rapprochement d'Air France avec la SNCF, par exemple, ne me choquerait pas sur certaines stratégies. J'ai tendance à le penser comme ça, parce que je pense que demain, pour aller de A à B, dans mon entreprise, pour savoir comment on allait de A à B, il y avait un économiste qui nous disait il tant de temps, tu coûtes tant la journée, donc là tu prends l'avion, là tu prends le train, là tu prends ta voiture, etc. Demain, on peut incorporer une autre donnée, c'est quelle va être ton empreinte carbone.
Et donc, pour aller de A à B, c'est peut-être pas un mode de transport qu'il faudra utiliser, mais plusieurs modes de transport, le train, l'avion, autres, et à travailler, nous, sur les ruptures de charge. Je suis dans le juridique chez Air France KLM, donc je n'ai pas de contact direct avec les équipes lobbying. Mais enfin, j'ai mon collègue qui pourra apporter une vision un petit peu plus technique sur ces aspects-là, mais c'est vrai qu'on se doit de témoigner. Moi, je suis heureuse d'entendre en fait ces témoignages positifs sur l'aérien, parce que c'est vrai que depuis quelques années, on se bat en réaction par rapport à des positions vraiment qui ne sont pas fondées, en tout cas qui sont peut-être un petit peu extrêmes. On a fait un énorme travail, ça fait partie de notre raison d'être, d'être des pionniers sur le développement durable, et on a des résultats vraiment concrets et réels, et des efforts tangibles qui sont mis en œuvre. C'est à tous les niveaux. Moi, je vous le disais, donc, je suis dans le juridique, donc très proche de la gouvernance. Le conseil d'administration est extrêmement impliqué sur tous ces sujets. On a un comité dédié à ces problématiques. Dans les débats sur la stratégie, le RSE est au cœur des sujets. Donc ça touche la stratégie elle-même, les départements de développement durable, mais pas que. C'est des enjeux commerciaux, comme on l'a dit. Comment sensibiliser les clients, comment arriver à un équilibre intéressant sur le coût du billet qui effectivement potentiellement est impacté, mais tout en gardant la fidélité et en gardant notre rôle de compagnie numéro 1 en Europe. Donc on a tous ces enjeux-là. On a fait beaucoup de deals intéressants avec Airbus. Il y a une gros chantier de renouvellement de la flotte, et qui nous permet effectivement d'avoir des objectifs ambitieux en termes de réduction des émissions de CO2. Et donc cela nous permet, parce qu'effectivement les subventions, en tout cas les moyens pour nous aider à ce mouvement de décarbonation ne sont pas toujours évidents. Et donc on se débrouille et on est allé sur les marchés, on a levé 1 milliard. Là, c'était une opération de début d'année sur une émission obligataire. Donc, c'est un produit innovant pour nous. C'est la première fois qu'on le mettait en œuvre. Donc, Air France KLM va régulièrement sur les marchés, bien sûr, mais donc c'est la première fois qu'on émettait ce type d'obligations. Donc, elles sont liées à nos objectifs de réduction de CO2. Et si on ne parvient pas aux dates d'anniversaire, à horizon 3-5 ans, à remplir ces objectifs, il y aura une pénalité sur les intérêts à payer. Et ce produit a connu un très beau succès. Et je pense que ça va donner cette visibilité sur nos ambitions qui sont réelles, qui sont tangibles. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas toujours suffisamment d'espace pour laisser aux compagnies toute la place pour expliquer les actions qui sont menées. Et je crois que c'était un bon vecteur. Et j'espère que tout le lobbying, toutes les actions qui sont menées vont maintenant aller dans ce sens. C'était positif, cette dernière opération. Je voulais vous dire que nous allons avoir les Jeux Olympiques et nous allons avoir le rugby. Il faut en profiter dans les aéroports. Il faut parler de la décarbonation. Il faut parler de nos ambitions. Il faut montrer qu'on est parti pour faire des belles choses. Je crois qu'il faut en profiter. On va avoir des millions de personnes qui vont passer par les aéroports à ce moment-là. Il faut vraiment en profiter. Sur les renouvellements de flotte et sur la maintenance, j'ai l'idée de mettre ça dans la taxonomie verte de l'Union européenne. Ce serait peut-être pas plus mal non plus. Pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, le renouvellement des flottes, c'est effectivement un enjeu majeur. On parle beaucoup des carburants durables et qui représentent à peu près 50% de l'effort de décarbonation à venir de l'aérien. Donc c'est effectivement un enjeu tout à fait majeur dont on a eu déjà l'occasion de parler. Mais le renouvellement des flottes, c'est aussi une problématique importante et qui pèse très très lourd dans les engagements que prend Air France, par exemple. Ça représente 1 milliard d'euros par an
dans les comptes d'Air France, alors que, bon, vous le savez, nous sortons, enfin j'espère que nous sortons, d'une crise sanitaire qui est un choc historique et inédit dans l'histoire du transport aérien, et l'effort de renouvellement des flottes donc, qui permet, comme ça a été dit un petit peu plus tôt, de remplacer des avions par des appareils de nouvelle génération qui émettent jusqu'à 25% de CO2 en moins. Combien vous dites 22 ans, je consulte Airbus. Donc cet enjeu, et malheureusement c'est vrai, c'est une vraie question, cet effort de renouvellement qui bénéficie à l'industrie française. Quand Air France renouvelle sa flotte, ce sont des Airbus, des moteurs fabriqués en France qui font travailler des usines françaises, l'industrie française. Voilà, et il n'y a pas de soutien public. Il n'y a pas de soutien public. Et c'est une vraie question qu'il faut soulever. De la même manière que développer une filière de carburant d'aviation durable qui n'existe pas en France, c'est aussi un enjeu pour notre pays de souveraineté énergétique, de développement de l'emploi et de virage environnemental. Donc, au-delà des enjeux de décarbonation de l'aérien en lui-même, il y a aussi des enjeux de développement industriel et économique. Et le deuxième point sur lequel je souhaitais revenir, et ça a été évoqué par Mathieu Cuyp, c'est l'enjeu des risques de fuite de carbone. L'aérien est par construction un secteur international. Et donc prendre des mesures au niveau national qui viendraient s'empiler avec des mesures européennes et internationales, il faut faire attention, il faut le faire. Nous, notre volonté, c'est effectivement de décarboner. Je vous disais 1 milliard d'euros par an, c'est un effort qui est majeur. Par contre, il faut avoir cette vision globale pour éviter que le pavillon français qui... Avant même la crise Covid, était déjà dans une situation de fragilité par rapport à d'autres pavillons internationaux pour des raisons de contexte national, ne continue pas d'aggraver ces pertes de parts de marché et que les mesures qui sont prises ne se traduisent pas par une baisse réelle des émissions de CO2, mais par des fuites de carbone vers d'autres plateformes qui seraient moins vertueuses d'un point de vue environnemental. Et ça, je pense que le législateur et l'ensemble des acteurs qui doivent décider dans ces domaines-là doivent en tenir compte, parce que ce secteur est un secteur qui est majeur pour notre économie, pour l'attractivité économique de notre pays, pour son développement. Le hub d'Air France, c'est de la connectivité pour Paris et pour tout le pays, pour attirer du développement économique et des emplois. On avait fait une étude juste avant la crise Covid en 2019. La seule activité d'Air France en Île-de-France, c'est plus de 3% du PIB francilien. C'est plus de 230 000 emplois directs, indirects et induits, juste sur l'Île-de-France. Donc, il faut réfléchir à deux fois avant de prendre des mesures pour qu'elles ne soient pas contre-productives, mais qu'au contraire, elles permettent à la fois de décarboner, mais de continuer de capitaliser sur ce secteur qui est tout à fait bénéfique pour l'ensemble de notre économie. Je pense qu'un point essentiel, ce qui a été annoncé, c'est de ne pas opposer les secteurs industriels, pas opposer les modes de transport entre eux, rechercher cette complémentarité. Et si on va derrière sur cette comparaison, le faire sur des valeurs et sur des méthodes qui permettent cette comparaison. Et aujourd'hui, pour rebondir sur ce qui a été dit sur l'interdiction des vols, lorsqu'une alternative ferroviaire existe à moins de 2h30, ça a été fait sur la base d'une décision française validée au niveau européen par ce qu'on appelle, disons, une référence à l'article 20 d'un règlement européen 2008 qui lui-même dit qu'on peut le faire s'il y a une atteinte grave à l'environnement. Mais l'environnement ne se limite pas au changement climatique. Donc déjà, on fait des efforts extrêmement importants, on le rappelle, sur la décarbonation, qui va permettre de réduire massivement sur l'enjeu climatique, effectivement, l'impact environnemental. Mais l'impact environnemental, ce n'est pas que l'impact sur le changement climatique. Donc il faut étendre ce qu'on appelle à la mesure des externalités, qui va permettre de comparer ce qui est comparable. Et je rappelle, donc quand on va étendre à la mesure des externalités, on va rentrer dans la mesure, ça a été annoncé, tout au long du cycle de vie de l'ensemble des impacts, donc que ce soit sur la consommation de ressources, que ce soit sur l'impact sur les territoires, l'atteinte à la biodiversité, vous avez rappelé son importance, l'impact sur le bruit, etc. Et aujourd'hui, il faut aller jusque-là pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Et je pense que c'est extrêmement important. Alors soulignons les exercices qui ont été faits par la Commission européenne, qui a sorti un rapport récemment, qui date de 2-3 ans, sur un handbook sur la mesure des externalités. Et un travail qui a été fait au niveau de l'ISO, qui permet de mesurer sur le changement climatique l'ensemble, de façon comparable, l'ensemble des impacts d'un mode de transport entre eux, mais surtout l'exercice qui est en cours par l'Agence européenne
de l'aviation, donc l'EASA, et qui va permettre de développer ce qu'on appelle un écolabel qui étendra la mesure des externalités au-delà du simple changement climatique. Et on va s'apercevoir naturellement, vous le soulignez, que ce n'est pas si évident que ça, parce que effectivement, de point à point, pour l'aviation, vous n'avez pas d'impact sur les territoires. L'impact sur la biodiversité est minimisé par définition. Et naturellement, vous avez en termes de ressources très peu d'impact. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de souligner ce point pour, ça a été mentionné, essayer de repositionner l'aviation dans sa juste dans son juste impact sociétal et environnemental. D'abord, pour le moment, on ne la connaît pas. Et puis, il y a eu un choix stratégique de mettre la charrue avant les bœufs, puisqu'on va parler de la climat-résilience. François Bayrou avait, lui, charge de relancer le tout électrique. Climat-résilience, on a abordé les énergies renouvelables, on aborde l'énergie nucléaire, c'est-à-dire comment on produit notre besoin d'électricité. Et en fin de course, on va se poser la question de se dire quel est notre besoin. Et voilà. Je pense que j'aurais préféré que ça soit la réflexion qui arrive au deuxième semestre de notre besoin en énergie, qui suscite après la façon dont on va obtenir cette énergie. Là, je pense que si on voulait réhabiliter quelque part dans un pays qui avait un peu tourné le dos au nucléaire, la stratégie est peut-être bonne. Mais en tous les cas, intellectuellement, elle n'est pas satisfaisante. Donc pour le moment, vous nous posez une question sur un texte de loi qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir. Et je pense que c'est là qu'un certain nombre d'arbitrages vont avoir lieu entre les différentes possibilités d'avoir de l'énergie. Je pense que c'est à vous de donner les deux mots de la fin. Moi, je voudrais simplement vous remercier et vous dire à quel point nous sommes sensibles à votre présence, parce que nous essayons de faire le lien entre l'industrie et nos élus et les institutions pour essayer de se comprendre, pour essayer de faire comprendre l'importance de la trajectoire, l'importance des engagements et l'importance du respect de ces engagements. Donc merci encore d'être venu, madame, monsieur, et c'est à vous de donner peut-être le mot de la fin. Merci à vous surtout, merci à vous d'être venu nous écouter. Bon, je ne sais pas si j'ai été d'un apport extraordinaire pour vous éclairer. Sachez que l'aviation, depuis peu, et je le reconnais, depuis peu, j'y fais très très attention parce que justement, il y a des choses, j'empruntais l'aviation, mais je n'avais jamais été chercher comment ça fonctionnait, tout ce qui tournait autour de l'aviation. Et c'est extraordinaire. Je pense que, et ça va de ce qu'on nous sert dans l'avion jusqu'à ce que j'occupe quand je suis dans l'aéroport. C'est vraiment un système extraordinaire qui fonctionne bien, qui fonctionne très bien. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a des objectifs. On va faire tout notre possible pour que vous puissiez atteindre ces objectifs, parce que ça repose sur vous, c'est vrai, mais ça repose sur vous à condition que l'État vous aide et que l'État vous poursuive ses efforts et vous encourage, parce que là, au jour d'aujourd'hui, nous avons pris du retard, nous les parlementaires, pour vous défendre. L'État a pris du retard aussi, et il va falloir combler ce retard pour qu'on puisse continuer d'être les premiers dans ce domaine. Merci à vous tous. Et pardon, excusez-moi. Et je ferai appel, je vais avoir, je pense, les noms de chacun, et je ferai appel à vous si j'ai besoin, parce que vraiment, vous êtes un complément extraordinaire, étant donné que vous êtes les maîtres d'œuvre de tout ça. Donc, je chercherai vraiment à continuer d'avoir un lien avec vous. Merci. Je vais m'associer à ce que vient de dire notre rapporteur de notre commission. Elle peut compter sur moi pour suivre au mieux l'ensemble des auditions. Je pense que dans mon propos, vous l'avez compris, je ne suis pas favorable à ce qu'on oppose les modes de déplacement les uns aux autres. Et je pense que c'est plutôt une chaîne
une chaîne de modes de déplacement sur lesquels il faut réfléchir. Je ne suis pas persuadé qu'on doit faire une fixation uniquement sur le carbone et le changement climatique. Il y a le problème de la biodiversité. J'ai essayé de montrer que suivant quel mode vous utilisez, les conséquences ne sont pas les mêmes, me semble-t-il, sur la biodiversité. Et en tête, il ne faut jamais perdre, de mon point de vue, la phrase de Lavoisier, sur Terre, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et je rajouterais, et en fait, le fonctionnement, ici, même ici, tout est en interdépendance et en interaction. Et c'est pour ça que je trouve que le triptyque du développement durable est extrêmement intéressant si on le voit dans son interdépendance et dans son interaction. Merci beaucoup. Merci beaucoup.